We've just started. Um, Whoever is the host, can you please make sure that the person who's speaking is pinned? Because I don't seem to be host anymore. Right. If everyone's ready, I'm going to start the webinar now. Welcome, everyone. Bienvenue. Je laisse quelques instants à ceux qui veulent nous rejoindre. So good morning, good afternoon, good evening to everyone. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce deuxième séminaire d'EpiWin sur les organisations de la société civile pour ce qui est des urgences de santé publique qui s'intéressent au point de vue des organisations de la société civile. Aujourd'hui, je suis là simplement pour vous donner quelques règles d'intendance avant de laisser la parole à notre chargé technique pour ce webinaire, le docteur Nina Kobat, qui s'intéresse aux données probantes pour la protection communautaire. Avant tout, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et je vous annonce que ce webinaire est enregistré. Nous avons des interprètes qui nous accompagnent pour la langue française. Vous pouvez l'écouter en appuyant sur l'icône d'interprétation dans votre fenêtre Zoom. Je vous invite à vous présenter dans le chat pour ceux qui connaissent EpiWin. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles, donc merci de préciser votre nom, l'organisation à laquelle vous êtes rattaché et le pays d'où vous venez. Et si vous avez des contributions à faire, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et si vous avez des questions, j'espère d'ailleurs que ce sera le cas, n'hésitez pas à les indiquer dans la section questions-réponses, de façon à ce que nous puissions y répondre par la suite. Et enfin, je vous invite à rester respectueux et positif dans vos échanges, conformément au sujet qui nous occupe. Nous sommes ici tous ensemble pour discuter de façon positive. Merci beaucoup.
Sur ce, j'invite le docteur Nina Gobat à prendre la parole pour présenter les divers intervenants et nous en dire un peu plus au sujet de ce webinaire. Merci beaucoup, Supriya. Bienvenue à toutes et à tous. Comme le disait Supriya, je suis chargé technique principal de l'unité protection et résilience communautaire et données et analyses pour la protection communautaire. C'est un élément qui fait partie de mon portefeuille. Je suis donc ravi de souhaiter la bienvenue à nos experts ainsi qu'à nos orateurs invités pour cette manifestation très importante pour nous qui nous permet d'entendre le point de vue des organisations de la société civile sur les produits normatifs que nous mettons au point. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter notre directrice, le docteur Nedret Emiroğlu, directrice du renforcement de la préparation des pays aux urgences sanitaires à l'OMS. Et elle va ouvrir la réunion. Merci beaucoup, Nina. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de cette réunion importante qui voit la collaboration avec avec les communautés comme une priorité. Donc l'avis des organisations communautaires et des organisations de la société civile, ce point de vue est essentiel pour nous et je suis donc ravi de participer à ce deuxième webinaire et je remercie l'équipe de l'OMS pour ces travaux préparatoires très intenses pour assurer une véritable collaboration impliquant les communautés. Comme on le dit souvent, tout commence au niveau des communautés et tout se conclut au niveau des communautés. Tous les travaux du dépistage à l'intervention finale se réalisent au niveau communautaire. Donc pour nous, c'est un élément essentiel à nos réflexions, surtout quand on parle d'urgence sanitaire. Tout cycle de gestion des urgences sanitaires, à commencer par la prévention qui revêt une importance cruciale, et en passant par ceux qui se préparent à ces ripostes, sans oublier ceux qui participent au relèvement, au sortir d'une crise. Donc ce cycle doit prendre en compte les organisations communautaires. Et bien sûr, nous aimerions en apprendre de votre part, vous, organisations qui collaborez avec les communautés, avec les dirigeants individuels, car c'est vous qui avez la meilleure connaissance des besoins qui leur sont spécifiques et des moyens de collaborer avec ces acteurs, mieux que nous en tout cas. Malheureusement, vous le savez bien, la taille et la complexité des urgences sanitaires augmentent. Nous souhaitons donc envisager des partenariats inclusifs à tous les niveaux, mondial, régional, national et également communautaire, en nous appuyant sur les politiques et le travail de normalisation de l'OMS en tant qu'organisation fédératrice. Nous souhaitons regrouper toutes les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes de façon à élaborer les orientations dont vous pourriez avoir besoin. Nous aimerions donc avoir votre avis, savoir quels sont vos besoins afin que l'OMS puisse créer tous ces éléments d'orientation fondés sur des données factuelles, de manière à pouvoir mener des interventions efficaces, répondant aux besoins des communautés, et étant suffisamment adaptatives et répondant au contexte des diverses communautés. Et vous êtes les mieux placés pour nous informer à ce sujet. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment entendre votre voix.
J'espère que s'instaurera un dialogue qui ira dans les deux sens, de façon à parvenir à ces éléments probants, ou à pouvoir utiliser en tout cas ces éléments probants pour euh, approfondir nos travaux. Donc vous pourrez nous aider à savoir comment mieux élaborer les programmes, les interventions, les activités de plaidoyer nécessaires pour établir une meilleure collaboration avec les communautés et assurer les prestations de services dont elles ont besoin, mener les interventions de prévention, les mesures sociales ou de politique de santé, autant de mesures qui peuvent sauver des vies. Donc ceci fait partie de nos priorités dans le cadre de l'architecture et du cadre mondial de riposte aux situations d'urgence sanitaire. Et dans ce cadre, un des grands systèmes à prendre en considération, c'est la protection et la résilience des communautés. Donc, recueillir les données scientifiques, travailler avec toutes les parties prenantes et faire intervenir les communautés dans la coélaboration des programmes de gestion des situations d'urgence. C'est un élément essentiel dans nos travaux face aux urgences. Donc voilà, il me tarde de connaître votre expérience en la matière, vos avis, et c'est d'ailleurs le type de consultations qui se multiplieront à l'avenir. Nous souhaitons en faire un mode de communication régulier avec vous afin de pouvoir mieux vous servir et de nous rapprocher des communautés, là où se trouvent les besoins véritables. Donc ce n'est là que le début de toute une série de mesures que nous allons prendre à l'avenir. Et bien sûr, ceci revêt des incidences importantes pour nos travaux, puisque ceci influencera la façon dont nous élaborons les diverses orientations qui correspondent à l'un des plus grands mandats de l'OMS. Donc, merci encore. Je vous rends le micro, Nina. Merci beaucoup, Nedret, pour ces chaleureux propos de bienvenue et ces paroles très sages qui permettent de cadrer, d'établir un cadre pour cette consultation importante. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent dans le chat et il est très impressionnant de voir toute cette diversité de participants aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons principalement réfléchir aux orientations normatives élaborées par l'OMS pour renforcer nos travaux en matière de résilience et de protection communautaire fondés sur des données factuelles. Et pour nourrir cette réflexion, j'aimerais présenter notre chef d'unité de l'unité protection et résilience communautaire, le Dr Kai von Arbou, qui va nous expliquer ce qu'on entend par protection communautaire. C'est à vous. Merci beaucoup, Nina. Et à mon tour, je vous remercie, Nedret, pour ces remarques d'ouverture et de bienvenue. Vous avez très bien planté le décor et merci à ce prière d'avoir organisé cette réunion très importante. Je pense qu'il est important de prévoir ce type d'occasion nous permettant d'entendre les organisations de la société civile et les organisations communautaires afin de voir comment générer et utiliser les données probantes en matière de protection communautaire et de situation d'urgence. Donc cette consultation est une étape importante dans le processus d'élaboration de ces nouvelles orientations vont être établies par l'OMS. Et comme on l'a dit, c'est important en matière de protection communautaire. C'est important à nos yeux parce que nous pensons que ceci permettra de renforcer la pertinence du document qui sera rédigé tout en améliorant l'utilisation optimale de ces éléments, car on le sait tous, en situation d'urgence, nous avons très peu de temps à notre disposition. En général, les besoins sont difficiles à couvrir et la plupart des communautés les plus touchées sont également les plus dures à atteindre. Raison pour laquelle il nous faut vraiment comprendre comment les personnes, les populations, les communautés traversent ces crises, qu'est-ce qui façonne ou influence leurs décisions et qu'est-ce qui détermine leurs besoins.
et les données de laboratoire ou de surveillance ne suffisent pas. Il est important d'entendre la voix des communautés. Ceci doit être recueilli en temps réel, souvent par les acteurs communautaires, en particulier par les groupes de la société civile comme vous, qui êtes des partenaires de confiance, qui êtes souvent présents dès le début des situations d'urgence, raison pour laquelle il est important d'entendre votre avis sur le meilleur moyen d'élaborer ces orientations. Et nous avons la variole du singe, qui est une situation d'urgence de portée internationale. Et c'est un exemple très récent de la façon dont les organisations de la société civile sur le terrain peuvent s'engager dans ces efforts visant à tenir compte des préoccupations des communautés, veiller à la communication des risques, faire en sorte que les groupes les plus vulnérables soient contactés, tout en répercutant ces informations en les renvoyant aux autorités nationales de façon à en influencer la prise de décision. C'est très important pour nous. Dans le cadre de ces orientations, nous voulons qu'elles aient une véritable pertinence opérationnelle et qu'elles parviennent aux décideurs politiques, car bien souvent, c'est le chaînon manquant. Et nous souhaitons donc vraiment entendre votre avis aujourd'hui pour savoir comment veiller à ce que on ait des données probantes, fiables et utilisables dans vos travaux et dans ceux des organisations de la société civile, et comment nos orientations pourront favoriser une collecte de données éthiques et en temps réel, et comment pouvons-nous co-créer des systèmes et des outils en faveur aussi bien des communautés que des décideurs politiques. Pour nous, au sein de l'unité de protection communautaire, la société civile joue un rôle crucial. Nedret a déjà évoqué l'importance de la protection communautaire. C'est un élément essentiel pour nous et nous veillons à ce que cela ne reste pas lettre morte, que cela soit véritablement traduit dans la pratique. C'est un effort qui s'inscrit sur le long terme, bien sûr. Toujours est-il que les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel, d'où l'importance de cette consultation, de cette plateforme qui nous permet d'entendre vos avis au fil de l'eau et puis par le biais également de réunions d'information plus spécifiques comme celles auxquelles vous avez sans doute tous participé par le passé. Donc, je vous remercie à nouveau de nous avoir rejoints aujourd'hui et je serai ravi de prendre note de vos avis et nous resterons de toute façon en contact. Il y aura sans doute beaucoup d'autres occasions d'échanger. Merci et je rends la parole à Nina. Merci Kai et merci d'avoir bien décrit l'importance de ces travaux. Alors, pour ce qui est des orientations, je vais la décrire un peu plus avant de donner la parole aux experts. Alors, nos orientations concernent la production et l'utilisation de données probantes pour renforcer les pratiques focalisées sur les communautés. Et nos intervenants précédents ont déjà un peu évoqué cette question. Pour ce qui est du contexte dans lequel ces données pourraient être utiles, eh bien, ce sont des contextes finalement multiples et très variés. Il s'agit d'une multiplicité de risques, pas seulement des flambées de maladies infectieuses, mais également de problématiques telles que les événements climatiques extrêmes. Et on s'attend à ce que dans bien des cas, il y ait des régions du monde qui soient confrontées à plusieurs crises en même temps. Et le terme polycrise a déjà été utilisé par le passé. Si on approche une situation d'urgence de façon ascendante, on se rend compte qu'il y a beaucoup de priorités, beaucoup de sources d'informations diverses qui doivent être prises en compte par les personnes vivant dans ces crises. Et c'est là que se présente l'utilité de la collaboration. Il faut que nos solutions soient véritablement utiles et pertinentes au niveau local. Je vais maintenant vous présenter nos experts qui jouent un rôle actif dans ces tâches et je les remercie d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Patrick Okwen est le chef d'équipe de recherche chez eBase au Cameroun. Caroline Lidstone-Jones est PDG de l'Indigenous Primary Healthcare Council du Canada et César Mumbunza est coordinateur national du réseau congolais des dirigeants religieux vivant avec ou personnellement affectés par le VIH ou le SIDA. Donc, je vous souhaite à vous trois une chaleureuse bienvenue. Patrick, je vous laisse le micro pour lancer le débat et nous parler de eBase et nous décrire l'expérience de votre organisation dans l'élaboration et l'utilisation des données probantes dans le cadre de vos travaux. C'est à vous, Patrick. Ok. Merci beaucoup, Nina.
Merci Nedred et merci au docteur Kai pour ses propos d'ouverture. Chez eBase, nous avons une approche très narrative pour communiquer les données factuelles, mais également pour les engendrer. Dans nos communications, nous pouvons en plus collecter de nouveaux éléments qui peuvent permettre de mieux comprendre les évolutions comportementales, l'amélioration de la sensibilisation ou autre. Et au départ, nous devions faire face à une difficulté que nous rencontrions, notamment savoir comment assurer une implication communautaire éthique, comment reprendre les éléments qui émanent d'un contexte ou d'un autre. Parce qu'en situation d'urgence, les données dont on a besoin sont souvent celles qui émanent d'une communauté. Et notre travail chez eBase met l'accent sur l'utilisation de cette approche narrative pour ensuite propager les données de la recherche qui permettent par la suite de lutter contre la désinformation ou la mésinformation et répondre aux besoins qui ont été constatés. Et puis cela peut permettre également de collecter des expériences, l'expérience des personnes vivant dans leur communauté en entendant leurs histoires, leurs expériences et la façon dont elles ont été exposées à telle ou telle crise. Donc voilà ce que nous faisons chez eBase en très résumé. Merci beaucoup, Patrick. Vous avez parlé d'expérience vécue comme source de données. Je pense que c'est absolument essentiel et il faudrait que nous y revenions tout à l'heure. Caroline, j'aimerais vous demander de nous faire part du point de vue de votre organisation. Dans quelle mesure est-ce que vous produisez ou utilisez des données probantes? Est-ce que vous avez des expériences récentes en la matière? Eh bien, j'ai pris un peu de recul pour réfléchir à ce qui constitue des données probantes. Mon organisation travaille avec les Premières Nations, notamment les Inuits. Je suis moi-même d'une Première Nation. Nous voulions voir comment nous-mêmes, nos communautés définissent ce que nous appelons evidence. Je vais vous donner lecture d'un texte que nous avons élaboré. De notre point de vue au Canada, les données probantes comprennent les connaissances intercontextuelles qui sous-tendent les systèmes de santé des peuples autochtones avec des façons d'être et de faire, des expériences vécues, la tradition orale, les enquêtes empiriques et éthiques qui observent les réalités quotidiennes des populations. C'est fondé dans l'autodétermination et basé sur les principes de respect, de réciprocité, responsabilité et pertinence. Si je devais donner des exemples, souvent l'on me demande de faire des conférences et récemment, j'ai prononcé une allocution dans une école de médecine au Canada et on parlait de données probantes pour ces jeunes médecins qui vont travailler dans nos communautés, qui vont travailler avec les personnes qui font partie de nos communautés. Alors, l'une des questions que j'ai posées, parce que nous pensons souvent que les données scientifiques sont la vérité universelle. Alors, ma question était, est-ce que vous avez déjà vécu la réalité de vos données probantes? Et souvent, les gens ne savent pas trop quoi dire. Ils restent silencieux. Et je pense qu'il y a une inadéquation entre nos sujets d'études et notre expérience humaine. Nous sommes plus qu'une étude de recherche. Alors, lors de cette expérience avec les étudiants en médecine, j'ai dit, bon, on parle d'articles ou de données à comité de lecture. Pour nous, nous parlons de peer remembered et non pas peer reviewed.
plutôt des choses que nos grands-mères, nos oncles, nos dirigeants communautaires nous ont racontées. C'est la mémoire vivante. Et on parle du traumatisme intergénérationnel et les expériences vécues par les populations, les crises multiples et simultanées dans nos communautés. Et je pense qu'il était important de parler de cela du point de vue de l'expérience humaine et ce que tout cela signifie. Je pense que cela nous permet de distinguer cette approche très scientifique de l'expérience vécue qui est tout aussi légitime. Alors, comment est-ce que nous produisons des données? Comme mon collègue, nous avons une tradition de storytelling et de documentation de l'expérience vécue des personnes qui racontent. Nous n'avons pas besoin de raconter à leur place, ils peuvent raconter leurs histoires. Nous avons des cercles de storyboarding. Nous avons des séances de savoir avec les détenteurs des informations traditionnelles, comment réagir en cas de crise, ce qui fonctionne. Et nous utilisons des cadres comme Stories of Strength, des histoires de force ou de pouvoir, qui comprend la sollicitude et le soin. Il est très important lors d'une crise de ne pas oublier qu'il s'agit de vie humaine, parfois de questions de vie et de mort, et qu'il est important de prendre soin les uns des autres. Voilà donc certaines de nos activités pour la création de données et pour leur utilisation par la suite. Lorsque vous poserez la prochaine question sur comment nous utilisons ces données, je présenterai d'autres réflexions. Oui, merci beaucoup de ça. Dans le processus que nous avons suivi pour dire à la fin que nous avions besoin d'orientation pour la communauté, la protection des communautés, vous savez, dans la riposte à la variole du singe, nous avons mis au point des orientations pour la recherche et nous avons beaucoup discuté des termes que nous allons utiliser et comment le terme recherche peut limiter ou délégitimer d'autres formes de connaissances qui peuvent être utiles. Nous avons donc élargi notre réflexion et je vous remercie de ces éléments importants qu'il faudrait intégrer dans nos orientations. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment opérationnaliser tout cela et comment faire en sorte que les informations qui parviennent aux décideurs soient teintées de légitimité. Je vais maintenant donner la parole à César et je vais vous poser une question analogue concernant votre travail, surtout en RDC, mais sur le continent africain. Quelle est votre expérience liée à la production et l'utilisation de données communautaires? César, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Notre organisation travaille spécifiquement pour les leaders religieux et surtout dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Et dans ce cadre-là, nous travaillons pour rechercher à documenter les cas de la stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec des VSDA dans leur communauté, dans les milieux de soins. Et nous avons des expériences plus capitales que nous avons essayé de produire les données. La première chose, c'était de produire les données sur la stigmatisation et la discrimination liées à l'orientation sexuelle dans les milieux de cultes, dans la ville de Kinshasa. Pourquoi nous avons recherché ces données? Parce que nous avons senti qu'il y a la communauté LGBTI qui était stigmatisée, discriminée dans les milieux de confessions, dans les milieux de cultes, alors que ce sont des personnes qui voulaient expérimenter leur vie spirituelle. Et ces données ont été des traits capitales. Des traits capitales, pourquoi? Parce que ces données nous ont montré que la majorité des personnes qui stigmatisent, qui discriminent, c'était des responsables de confessions religieuses. Et ces données nous ont permis que nous puissions mener des actions. Et parce que nous sommes dans la communauté. Nous, c'est de rechercher comment nous pouvons trouver solution
à nos problèmes qui nous touchent directement. Et par rapport à cette donnée-là, qui montrait que les personnes qui sont les plus bourreaux ou qui sont les plus personnes qui stigmatisent, c'était des responsables de confession. Nous avions essayé d'organiser ce qu'on appelle le dialogue entre les leaders religieux et la communauté LGBTI et aussi essayer d'organiser des dialogues entre des communautés pour vivre ensemble. Et voilà comment nous travaillons avec nos données pour essayer de trouver des réponses d'une manière communautaire, d'une manière directe. La deuxième expérience qui est plus frappante pour nous, c'était la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida dans plusieurs milieux et surtout dans les milieux des soins. Nous avons constaté que nous, les communautaires, nous, les personnes qui sont touchées par les VIH, lorsque nous exploitons les centres de santé, lorsque nous exploitons nos milieux sociaux, nous sommes stigmatisés. Mais la stigmatisation que nous avons découverte dans les milieux de soins a été plus pondérante et c'est une stigmatisation qui faisait un frein pour que nous ne puissions pas avancer dans notre adhérence au traitement, notre prise en charge. Et c'est à travers ces données-là qui ont montré qu'il y a la stigmatisation dans les milieux des soins, nous avons essayé de produire des actions. La première action, c'était de former les professionnels des soins sur la stigmatisation, sur les droits humains. Parce que souvent, nous pensons que les professionnels des soins connaissent les diatologies, connaissent beaucoup de choses. Mais les droits humains, de temps en temps, nous remarquons que ça manque. Donc voilà, un peu de mots, comment nous, à notre niveau, étant que des communautés, étant que des personnes qui sont touchées, qui sont des premières barrières par les maladies, nous avons produit des données et nous n'avons pas mis ces données-là dans les tiroirs, comme vous venez de dire. Ces données-là, nous les avons utilisées en faisant des actions pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Voilà les deux grandes expériences par rapport à nous, attaque communautaire, attaque personnes touchées et surtout par rapport au VIH-Sida. Voilà ce que je pouvais dire à cet stade-là par rapport aux données probantes. Merci. Merci César. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler de manière si éloquente sur les défis liés aux communautés qui sont souvent marginalisées, stigmatisées, discriminées, mal desservies, mal servies. C'est très important que cela figure dans nos orientations. C'est même quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent. L'OMS souhaite avoir des approches aux urgences sanitaires qui sont sous-tendues par l'inclusivité. Et ces données sont un outil important pour veiller à ce que les ressources parviennent aux populations mal desservies et que leurs besoins puissent être satisfaits. Donc, il est très important de soulever ces questions importantes. J'aimerais maintenant revenir à Patrick pour poser la question de l'utilisation de ces données. Nous avons bien avancé sur la question évoquée par Kai lors de ses remarques liminaires, savoir comment produire ces données assez rapidement lors d'une crise pour alimenter la prise de décision. Ce n'est pas du tout le même contexte qu'une étude clinique qui peut durer plusieurs années. Ces données doivent être disponibles très rapidement. Nous avons avancé dans une certaine mesure, mais comment faire en sorte que les décideurs puissent bénéficier de ces informations, qui puissent et qui les utilisent pour élaborer leur riposte. Et j'aimerais savoir quelle est votre expérience sur ce qui est efficace pour accroître l'utilisation des données pour que les ripostes commencent à être plus pointues et sont plus adaptées aux besoins des pays et soient en fait co-créées avec les communautés. Patrick, à vous. Merci beaucoup, Nina. Je voulais simplement mettre en exergue un point intéressant. Les
premières étapes de notre action de storytelling se sont faites dans le cadre d'un programme de l'OMS. Nous nous sommes penchés sur la question suivante: comment promouvoir l'utilisation des lignes directrices récentes de l'OMS sur le traitement du paludisme. De nouvelles données avaient vu le jour qui disaient que pour les enfants de moins de 5 ans, il était important de d'abord confirmer la présence d'un paludisme par dépistage. Et s'il s'agit d'un paludisme simple, il faut un traitement par voie orale pendant 3 jours. Donc, c'est tout un ensemble d'études systématiques qui ont été élaborées par l'OMS. Et nous voulions promouvoir l'utilisation des orientations qui en sont issues. Nous avons commencé à communiquer ces orientations lors de formations de professionnels de la santé à l'utilisation de ces lignes directrices. Et nous avons augmenté la symétrie des connaissances. Les agents de santé en savent plus et la population moins. Nous nous sommes dit qu'il fallait convertir ces lignes directrices en récits pour toute la population. Cela leur permet, eux, d'exprimer leurs expériences vécues du paludisme, de l'idée de recevoir des injections, enfin tout pour mieux comprendre la communauté. Donc nous avons présenté ces expériences au gouvernement local. Nous avons dit, voilà pourquoi les gens demandent une injection sans vouloir se faire dépister. Et ils ont pu réagir plus rapidement parce que ces données étaient pertinentes. Ils voyaient que ces données concernaient des personnes de leur communauté. Alors, voilà une méthode qui permet d'obtenir des données éthiques en temps réel. La question de la rapidité, c'est une autre question. Je crois que là, nous aurons besoin d'intégrer tout le savoir local et traditionnel, comme ce que disaient Caroline et César, pour voir comment nous pouvons les intégrer. Donc, dans ce document d'orientation, on pourrait mettre en avant des exemples de l'utilisation de données locales collectées de manière éthique en temps réel, dans le respect de la communauté, comment ces données peuvent être utilisées. Et ce genre de forums sont un bon point de départ parce que nous représentons des régions géographiques différentes, mais nous avons besoin de nous coordonner avec l'Australie, avec les Premières Nations du Canada pour identifier la méthode. Parce que les méthodes utilisées actuellement viennent d'un modèle local, mais c'est un modèle local européen. Le point de vue européen peut avoir une influence dans notre cas, mais ces récits pourraient avoir une influence sur le point de vue européen. Donc, il faut réfléchir à la meilleure manière de mettre au point cette méthode. Une fois que la méthode sera établie, nous pourrons accélérer le rythme et obtenir des données de grande qualité. Et donc, il faut identifier les épistémologies, les méthodes. Peut-être que ce sont des choses qui cherchent à s'exprimer dans le milieu de la recherche, qui cherchent une légitimité. Si nous pouvons surmonter ces problèmes, les données que nous obtiendrons pourront être utilisées plus rapidement et nous pourrons nous exprimer avec confiance auprès des décideurs, des populations et des praticiens. Voilà mes contributions à ce stade. Je vous remercie beaucoup, Patrick, pour cet éclairage. Ce qui me frappe, c'est le rôle essentiel que votre association joue. Et vous êtes un peu le lien, la passerelle entre les données communautaires et la table des décideurs. Il faudrait que l'on réfléchisse à comment faciliter cela encore davantage. Caroline, j'ai une question assez pointue. Quels sont les besoins et les lacunes auxquels doivent répondre ces orientations?
Eh bien, je vais rebondir sur ce que disait Patrick. Je crois que notre manière de penser, de réfléchir les données et leur validation doit être revue. Très souvent, les études qui sont publiées ne viennent pas de nos communautés, ne tiennent pas compte du point de vue de la communauté. Donc, j'aime beaucoup ce que disait Patrick. On peut traduire les conclusions de ces études en récits pour atteindre les communautés. En ce qui nous concerne, s'agissant des lacunes et comment les combler, c'est dans la manière de présenter les informations, les données. Autre que par le contexte traditionnel occidental, et même comment nous validons les processus de collecte de données, et même le processus épistémologique d'obtenir les informations. Nous parlons de la mémoire du sang, des choses qui sont transmises par la tradition orale ou par le sang, et qui ne cadre pas avec la science occidentale. C'est plus une science vécue. En tant que peuple autochtone au Canada, nous avons traversé de multiples crises, de catastrophes, et il y a de multiples perspectives aussi. Souvent, nous disons que nous sommes résilients, et je crois que nous sommes allés au-delà de la résilience. Nous sommes devenus des résistants à des choses qui ne font pas sens pour nous. Nous ne voulons pas simplement survivre, nous voulons résister, et c'est ce qui nous permet de continuer d'exister parce que nos savoirs sont transmis. Bon, c'est un stade de lutte parce que nous avons beaucoup perdu et nos savoirs sont pas toujours validés. J'aimerais donner un exemple. Nous avons appris, entre autres choses, pendant la pandémie de COVID-19 et les périodes de confinement, c'est l'importance de la culture dans la guérison et souvent, et la culture en tant que thérapie. Je crois que nous ne nous rendons pas compte de tout ce qui a été enlevé à nos communautés qui subissaient des traumatismes multiples en raison de la colonisation, etc., et d'autres éléments de notre histoire. Souvent, nous négligeons les impacts sur plusieurs générations et c'est ce qui pose le plus gros problème pour nos communautés. Alors, sur la base des données et savoirs que nous avions, nous avons travaillé sur le bien-être traditionnel et la guérison traditionnelle. Nous allons former toute une génération de guérisseurs traditionnels par le mentorat dans les communautés pour avoir une capacité suffisante pour poursuivre cette tradition. Ce qui s'est passé, c'est que les expériences ne sont pas toujours validées, mais lorsque une crise survient, et nous l'avons vu de très près, ce qui était important pour nous, c'était nos cérémonies, nos rassemblements communautaires, nos manières de nous entraider, nos récits traditionnels, nos langues, nos manières de d'écrire les choses dans notre langue. Et souvent, nos communautés disent, mais ça, je ne sais pas le décrire en anglais, mais dans notre langue, nous avons une manière de le décrire qui fait tellement sens. Et donc, de ce point de vue-là, nous devons, je crois, garantir un espace pour ce genre de dialogue. Nous avons également créé un technicien en pharmacie qui fabrique des médicaments. C'est un pharmacien traditionnel qui sait préparer les formulations traditionnelles. Et ce sont des sources d'informations importantes pour les personnes en temps de crise. Voilà ce que nous avons découvert. Cela a été exprimé haut et fort.
il y a manière de soutenir les communautés qui va bien au-delà de la riposte dans ce cas précis de la COVID. Donc voilà ce que les communautés nous disent sur les données et les savoirs. Voilà nos exemples. Fantastic. Thank you so much for giving us so much food for thought. Merci beaucoup, vous nous avez vraiment donné matière à réflexion. Alors que nous essayons de creuser les aspects les plus importants pour nos orientations à formuler. Je me tourne vers César pour une dernière question avant d'ouvrir ou de donner la parole aux participants et pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et je vous invite également à les écrire dans la section questions-réponses. Donc César, une dernière question. Alors que nous avançons dans l'élaboration de ces orientations, quels sont certains des risques liés aux données probantes que nous devons garder à l'esprit? Quelles sont les grandes considérations qu'il faut intégrer à ces orientations pour les très nombreuses parties prenantes qui participeront à l'élaboration de ces données en situation d'urgence? César? Et merci beaucoup. La première chose que je voulais de dire, c'est qu'est-ce que les directives doivent insister sur? Les directives doivent insister sur le consentement éclairé. Nous savons que lorsque nous travaillons dans les situations d'urgence où le temps est compté, le consentement éclairé pour les participants, c'est très important. Je pense que les directives doivent insister sur ça. Deuxième chose, les directives doivent insister sur la protection des données, la confidentialité, la sécurité des données, en particulier pour les informations sensibles des personnes qui sont affectées. Vous savez, avec l'avènement des COVID et de l'Mpox, nous avons senti qu'il y a certaines personnes qui sont stigmatisées parce qu'elles sont touchées par telle maladie, mais aussi parce ils appartiennent à un certain groupe. Par exemple, les professionnels des sexes, par exemple, les hommes qui ont les rapports sexuels avec les hommes, par exemple, les personnes vivant avec le sida. Donc, c'est important que les directives puissent insister sur la protection des données des participants, la confidentialité et comment ces données-là vont être gérées. C'est aussi important que les directives puissent mettre l'accent sur la vulnérabilité. Il faut qu'une attention particulière puisse être accordée à la population vulnérable, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, que ce soit, comme je disais, les professionnels des sexes, les personnes vivant avec les VS, ou aussi les hommes qui ont les rapports sexuels avec les hommes, ou la communauté LGBT. C'est important que les directives puissent insister sur ça. Bien sûr que nous sommes dans le mode d'urgence, mais c'est important d'insister sur cette approche éthique. Mais aussi, pour nous, les directives doivent donner les rôles et responsabilités clairs. Les directives doivent définir clairement les rôles des parties prenantes. C'est toujours important que les parties prenantes et les communautés soient au centre. Vous savez, lorsque vous produisez des données probantes, les données là ne viennent pas seulement confirmer ce que la communauté ressent, mais ces données là viennent aussi bouleverser les mal agis de la communauté. Il y a la façon où la communauté fait. Cette façon-là peut être mauvaise, mais lorsque les données probantes arrivent, ça met un choc dans la tête de la communauté. Et si cette communauté-là, il ne joue pas un rôle dans le processus de la production de ces données-là, la communauté va penser que vous, les scientifiques, vous avez amené un résultat pour faire ce que vous voulez. Alors que les résultats, là, ça vient de la communauté. C'est toujours important de définir les rôles et responsabilités des parties prenantes, mais que les communautés puissent prendre la partie dans toutes les étapes de la recherche, parce que c'est très important. Oui, vous parlez de données probantes. Vous venez, par exemple, dans ma communauté. Nous avons l'habitude de manger à terre. Vous venez nous dire que non, voilà, du fait de manger à terre, vous avez telle maladie. Et c'est pas facile pour nous d'accepter de refuser de manger à terre, parce que nous sommes habitués à manger à terre. Mais alors que les données nous montrent que c'est en mangeant à terre que nous avons des maladies. Donc, pour accepter cette donnée-là facilement, si nous ne sommes pas dans les processus, nous ne participons pas dans les processus de l'enquête, nous allons douter de ces données-là. C'est pour ça que c'est très important dans les directives que les rôles et responsabilités soient bien définis, que les communautés soient au centre, et que les informations soient partagées.
que ça soit partagé dans toutes avec les parties prenantes. Et que aussi dans les directives, qu'on puisse avoir clair sur les mécanismes de la coordination. Il faut vraiment un mécanisme de la coordination sur la plateforme pour faciliter la coordination et la collaboration entre des acteurs. Si ces choses-là sont, sont mises dans les directives et qu'on met l'insistance sur ça, en mettant la communauté au centre, nous pensons que les directives va avoir un impact positif et que ça va avoir l'adhésion de la communauté. Mais revenons maintenant à ce qui concerne les données. Euh, à mon avis, il faut que les communautés participent dans toutes les étapes d'une étude, que ce soit en urgence, que ce soit en temps normal. Il faut que les communautés, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles vous voulez faire l'enquête, il faut que les représentants soient dans l'étude. Parce que les données, c'est pour eux. Les données seront utilisées pour eux. Et la communauté est mieux placée de faire les plaidoyers, de toucher les dirigeants pour que les choses changent facilement. Et notre exemple, par exemple, lorsque nous avons les données que nous sommes stigmatisés dans les milieux des soins, nous faisons le bruit, nous allons voir le ministre de la Santé, nous allons voir les programmes. Voilà, dans les milieux des soins, nous sommes touchés, nous sommes stigmatisés. Et que vous devez former vos gens à terme des droits humains. Nous, la communauté, nous pouvons être avant-gardistes de l'utilisation des données probantes que les scientifiques produisent. Et pour que nous puissions être en avant, nous devons participer dans toutes les étapes. Que ces données-là ne viennent pas tomber dans la communauté comme ça vient d'ailleurs. Que nous puissions sentir que oui, sincèrement, ces données que nous avons, ça vient de la communauté, ça vient de nous. Et que nous devons accompagner ces changements pour que nous puissions avoir un comportement ou nous puissions avoir une autre façon de faire. Voilà un peu en résumé ce que nous passons par rapport aux directives, ce que nous passons par rapport aux données, que ce soit données probantes. Les données probantes, ce n'est pas les données des données des laboratoires. Les données probantes, c'est des données qui vont venir pour nous aider dans notre communauté à changer telle ou telle chose. Et si ça tombe du ciel, si ce sont seulement les scientifiques, nous, on considère comme si quelqu'un vient nous tromper parce qu'ils ont fait leur truc là-bas pour nous tromper. Non. Donc, il faut que nous soyons impliqués, pas d'une manière symbolique. Voilà ce que je pouvais ajouter dans ce que vous m'avez posé. Merci beaucoup. Thank you so much. You've given us a huge amount to think about there. I'm very mindful of the time. Alors, merci beaucoup. Je tiens compte de l'heure qui tourne et je donne la parole à Supriya pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit. Et puis, alors effectivement, il y a un commentaire qui a été fait dans le chat par rapport à ce qui a été enregistré et puis quelles sont les prochaines étapes de ces consultations. Et nous allons lire quelques-unes des questions dans le chat. En tout cas, merci beaucoup à tous nos experts et Supriya, je vais vous rendre la parole. Thanks very much, Nina. Merci beaucoup, Nina. Maintenant que nous avons entendu les divers participants et leurs propos très sages concernant la définition de ce qu'on entend par evidence, données probantes, et leurs avis concernant l'importance des communautés, le moment est venu de vous entendre, vous, participants à cette réunion dans l'auditoire. Et la première question. En un mot, dites-nous ce à quoi vous pensez quand on vous parle de données communautaires ou de données probantes communautaires en matière de santé publique. Donc allez sur slido.com, le numéro 1496 717. We'll just take a second.
Alors, il semblerait qu'une intervenante ait la parole, mais elle n'est pas entendue, elle n'est pas audible pour les interprètes. Le micro a l'air éteint. Oh, my apologies. Yeah, can you hear me now? My apologies. I didn't realize the microphone was not on. Some more participants, please. N'hésitez pas à continuer à répondre. Je vois que les contraintes de ressources et de temps sont la principale difficulté pour ce qui est de cette question. Ensuite, il y a les données à obtenir, l'analyse. Très bien. Bon, vos points de vue, vos expériences sont très importants pour nous en raison des contraintes liées à ce webinaire. Malheureusement, nous ne pourrons pas collecter tous vos avis, mais nous aimerions quand même entendre votre point de vue par le chat, par Slido. Et puis n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse epiwin.com. Donc je vais m'arrêter là parce que vu le peu de temps que nous avons, je souhaiterais répondre aux questions qui ont été posées. Donc Nina pour les questions-réponses. Touch taste on Très bien, merci beaucoup Supriya. C'est toujours très intéressant d'avoir un aperçu d'ensemble de vos avis sur ces grandes questions. Et effectivement, nous pouvons poursuivre nos échanges par divers moyens au-delà de ce webinaire et nous vous en parlerons davantage avant de conclure. Il nous reste 4 minutes et j'aimerais peut-être donner la possibilité aux experts de répondre à au moins une des questions posées. Donc, je me tourne vers Patrick. Pourriez-vous revenir sur la question concernant l'implication des enfants dans les données communautaires? Je pense que c'est une question très importante. Comment travailler auprès des enfants dans un tel contexte? Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Nous avons travaillé auprès des enfants dans des zones de conflit au Cameroun pour ce qui est de la violence fondée sur le sexe. Et en général, c'est là qu'on a une flambée de violence de ce type. Et dans les travaux que nous avons réalisés, il y a également une augmentation des risques d'autres urgences, ce qui débouche sur des polycrises, comme on les appelle. Donc, en cas de conflit, il y a des chances ou des risques que la variole du singe ou Ebola se propage plus facilement puisque les systèmes de santé sont effondrés. Un exemple concret de nos travaux auprès des enfants au niveau communautaire consistait à collecter les expériences des enfants. On les a amenés à raconter leur histoire, des récits notamment de violences sexuelles et sexistes, ce qui permet de mieux comprendre ce que sont ces violences pour ces enfants, puisque la communication a également une vocation de sensibilisation pour ensuite influencer le comportement ultérieur. Et par le biais d'une simple chanson qui raconte l'histoire des enfants et de leur partie intime,
eh bien, les enfants ont été encouragés à parler du type de violence sexiste ou sexuelle qu'ils ont pu subir et la façon dont ils peuvent réagir au cas où cela survient. Donc ça sensibilise les enfants et en plus, ça dissuade les auteurs potentiels, car ils savent ensuite que tous les enfants ont été sensibilisés. Donc ça, c'était un programme qui allait au-delà des zones de conflit et qui a concerné beaucoup d'écoles au Cameroun où les enfants ont chanté cette chanson. Maintenant, il faut voir comment collecter les données, parce que comme le disaient certains experts, même du point de vue de l'Afrique, je pense que ce sont les chercheurs qui sont les gardiens de ces connaissances, ainsi que les auteurs des récits que nous entendons. Et on ne peut pas achever ces recherches si les informations ne sont pas véhiculées jusqu'aux personnes, pas seulement les praticiens, la population. Car la population, ces personnes, ce sont elles qui vont décider ou pas de reprendre telle ou telle politique fondée sur des données probantes. Elles peuvent très bien dire non, je ne connais pas ces données probantes, je ne vais pas m'appuyer sur ces éléments. Donc le plus simple est d'avoir une approche fondée sur les données factuelles auprès des communautés. Et telle est notre expérience auprès des enfants. Donc lorsque les élèves ou les enfants chantent cette chanson, ils peuvent ensuite nous parler de leur expérience communautaire lorsqu'ils chantent cette chanson dans la communauté. Donc au fil du temps, les choses s'installent. Avant, on utilisait les récits rouges et les récits verts. Donc on entend des récits rouges des enfants lorsqu'ils nous disent oui, quelqu'un m'a touché comme de façon inappropriée. Ça, c'est un exemple. Et qu'ensuite, 3 mois plus tard, on entend moins de récits rouges et qu'on entend davantage de récits qu'on appelle verts. Oui, quelqu'un a essayé de me toucher, mais je lui ai dit que j'allais le dénoncer aux dirigeants traditionnels. Et la personne, donc, s'est abstenue. Ça, c'est une histoire ou un récit vert. Et donc, au fil du temps, on a des preuves de changement, d'évolution des comportements, des connaissances, et ça grâce aux histoires, aux récits que vous entendez basés sur des expériences vécues. Et vous pouvez vous appuyer là-dessus pour plaider votre cause au niveau des services de district. Donc voilà mon expérience de collecte des informations auprès des enfants en tenant compte de certaines considérations éthiques. Merci beaucoup, Patrick, pour cet excellent exemple très clair. Et puis, dans l'élaboration de ces orientations, il sera important de tenir compte de ces études de cas et de ces exemples pour bien montrer quels sont les objectifs de ces orientations, quelles sont les pratiques que nous recherchons. Je vois que l'heure tourne et je sais néanmoins qu'il y a des questions pour savoir comment le processus se déroule. Donc, je vais en parler brièvement avant de donner la parole à Nedred pour ses remarques de clôture, afin de lever cette séance. Dans l'élaboration par l'OMS de ces orientations, il existe un processus très clair à suivre. Et donc, sans surprise, nous avons élaboré nos travaux sur la base de ce qui existe déjà. Et il existe beaucoup de normes éthiques reconnues au niveau international, de normes liées aux bonnes pratiques, un peu moins dans ce contexte, dans celui des données communautaires, de l'utilisation des sciences comportementales pour étayer la pratique. On en a davantage pour ce qui est de l'espace biomédical. Toujours est-il qu'on reprend tous ces éléments et on collabore avec des groupes d'experts. Nous avons des consultations telles que celle-ci. Donc, ce n'est qu'une première étape, ce n'est évidemment pas la fin du cheminement. Donc nous allons décrire certains des résultats essentiels de ces discussions et puis nous vous inviterons à remplir une enquête. Nous vous mettrons le lien dans le chat pour connaître votre avis. Et puis si vous souhaitez rester impliqué dans ces échanges, n'hésitez pas à rester au courant des projets de contenu de ces orientations et puis nous allons organiser davantage d'ateliers pour veiller à toujours répondre à vos besoins. Voilà, sur ce, je laisse le micro à Nedred pour conclure le webinaire et je souhaite vous remercier sincèrement de nous avoir accompagnés aujourd'hui et merci aux experts pour leur contribution extraordinaire. Nedred. Merci Dina, je remercie à mon tour tous les experts pour la richesse et la pertinence de leurs interventions. Nous devons trouver un moyen de systématiser ces échanges. Nous devons trouver une façon
d'établir une communauté de pratiques, de collecter les meilleures pratiques et faire tout notre possible pour nous mettre d'accord sur des procédures normalisées, des outils, des orientations qui, bien sûr, sont particulièrement importantes. Il ne faut pas oublier également l'importance qu'il y a à s'adapter au contexte de chaque communauté, de chaque situation. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas une tâche facile. Nous souhaiterions vraiment travailler sérieusement avec vous, prendre connaissance de votre expérience, et puis, comme je le disais, votre contribution est inestimable. Donc, nous espérons davantage d'échanges avec vous. Peut-être que ce groupe pourra être même élargi au fur et à mesure, de façon à rester au service des communautés du meilleur moyen possible. Donc, merci à vous, merci à l'équipe, Nina, vous, Kai, merci pour tout ce que vous faites, à l'ensemble de la communauté de protection et résilience. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un véritable plaisir que de nous sentir proches de vous, proches des personnes et des communautés. Ça nous inspire pour changer la donne. Merci. Merci beaucoup, Nedret. Merci tout d'abord à tous les participants qui nous ont suivis aujourd'hui pour ce deuxième webinaire des organisations de la société civile. Nous souhaitons maintenir ce contact avec toutes les OSC à l'avenir sur diverses questions. Je remercie Nedret d'avoir dégagé du temps pour nous rejoindre malgré son calendrier très chargé. Merci pour son soutien et merci à Kai pour le rôle qu'il a joué ainsi que Nina pour tout ce qu'elle fait dans le domaine. Et je remercie tous ceux qui travaillent en coulisses, notamment Nina Gobat et Eva Alat. Merci également au projet à Roget Eco pour l'organisation de ce webinaire. Comme on l'a dit, ce webinaire n'était qu'une première étape et il nous tarde d'échanger avec vous à l'avenir à nouveau. Et merci encore aux experts. Nous souhaitons maintenir cette excellente collaboration. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.